Bonsoir, nous sommes très heureux d'accueillir cette rencontre du programme Africa 2020, ici dans le 18e arrondissement de Paris, à la bibliothèque Václav Havel, et en écho à l'exposition Zone Franche de l'Institut des cultures d'Islam. Ce temps fort est préparé et mené avec audace et détermination par l'Institut français et l'équipe de la saison Africa 2020, depuis l'an dernier, et malgré une adversité tenace qui aurait pu être décourageante à bien des égards, mais il se poursuit aujourd'hui, ce soir, pour notre plus grand plaisir, donc bienvenue à tous et toutes. Donner la parole à celles et ceux qui produisent des savoirs, permettre leur diffusion et discussion dans l'espace public, c'est à cette tâche que s'attellent les bibliothèques depuis toujours, et au fond, les restrictions du moment compliquent certes notre entreprise, mais elle ne l'empêche pas. Et c'est un peu le cœur de la démonstration d'Africa 2020 depuis que cette saison a commencé. Que ces savoirs soient portés par des chercheurs et chercheuses de villes lointaines nous convient encore davantage ici à la bibliothèque, à nous qui avons de l'urbain en Afrique une vision fragmentée, faite de mémoires vives et orales, transmises par les publics issus du continent africain qui fréquentent la bibliothèque et qui font écho aux collections que nous proposons. Ce soir, les visages des villes africaines en mutation seront richement évoqués par deux connaisseurs, Sename Kofi et Koukoua Manfoul. Entretien qui sera mené par Sandrine Mercier, en direct de la bibliothèque, mais également en duplex depuis Londres, avec le précieux concours de nos interprètes Pascal Fougère et Rebecca Reynaud, que nous remercions chaleureusement. Je voulais tout d'abord vous donner la bienvenue à tous et toutes, mais également demander à Bérénice Saliou, ici présente, de nous dire peut-être en quoi cette conférence aujourd'hui fait écho à l'exposition qui est en cours à l'Institut. Merci cher Pascal, merci pour vos mots et votre accueil à la bibliothèque Václav Havel. Merci également à Bibliocité de mettre en œuvre cette soirée en s'adaptant virtuellement pour continuer de donner la parole aux penseurs et créateurs de ce monde, et en particulier ce soir du continent africain. Cette table ronde, Ville africaine en mutation, s'inscrit dans le cadre de la saison Africa 2020, portée par des centaines de structures du territoire français, en partenariat avec une myriade d'acteurs du continent africain. Une saison qui invite à repenser l'Afrique d'un point de vue africain. À l'Institut des cultures d'Islam, quartier général d'Africa 2020, nous avons travaillé pendant 2 ans avec nos chers partenaires Doualart au Cameroun et Think Tanger au Maroc, que j'en profite pour saluer, pour construire collectivement un programme intitulé Zone Franche. Zone Franche, c'est une exposition d'art contemporain à découvrir pour l'instant en virtuel sur le site de l'Institut des cultures d'Islam, et une programmation de concerts, de films, d'activités pour le jeune public et de conférences comme celle à laquelle vous allez pouvoir assister ce soir. Nous espérons pouvoir organiser en réel très bientôt tout ce programme puisqu'il court jusqu'au 31 juillet 2021 et que effectivement je me trompe parce qu'un an sans public c'est bien long. L'exposition invite à penser les flux et les mouvements des voyageurs et de leurs productions matérielles et immatérielles en s'affranchissant des frontières. Elle investit les murs de l'Institut des cultures d'Islam jusque dans le hammam, mais aussi les rues de Barbès-Château-Rouge grâce à un parcours visuel et sonore intitulé « Les fables du Kalao ». Zone franche, c'est avant tout une zone de libre-échange intellectuel qui ne connaît pas de limites. Aussi ce soir, je suis vraiment très heureuse que nous soyons réunis autour de Koukoua Manfoul et Sename Kofi et notre modératrice Sandrine Mercier pour partager ce moment d'échange et de débat autour des villes africaines en mutation. Je vais donc immédiatement leur céder la parole et vous remercie à tous d'être là avec nous ce soir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être avec nous, chez vous. Ainsi va la vie pendant ces temps de Covid. Donc vous l'avez entendu, là on est dans le cadre du rendez-vous Africa 2020 qui est piloté par l'Institut français. L'idée, c'est de casser les fantasmes, de changer de regard, effectivement, sur l'Afrique. Donc, les rendez-vous ont été en partie décalés et tout le mois de mars, en fait, a été consacré. Il a fallu se réinventer
Ça a donc été dédié à des séries d'échanges, de débats. Et c'est dans ce cadre-là qu'on veut montrer la force un peu de l'Afrique, de sa jeunesse, de tout ce qui se passe dans les villes africaines aujourd'hui, et d'envisager ces défis pour le XXIe siècle. Et bien sûr, les villes en font partie, puisqu'elles connaissent une urbanisation accélérée. Imaginez que la population urbaine en Afrique a doublé déjà sur les 20 dernières années, et qu'en plus, elle devrait accueillir 950 millions d'habitants d'ici 2050. Et après discussion avec Sénamé pour préparer ce débat, j'ai découvert que 5 villes, sur toutes les plus grandes villes du monde, 5 villes, les 5 premières, seront en Afrique en 2050. Alors imaginez donc le Caire, il y aura même un nouveau triangle entre Cotonou, Lagos et une 3e ville, Abidjan. Donc un triangle de ces villes, ça fera une ville à cheval sur 3 pays. Donc on va vraiment connaître des mutations énormes dans les années, dans les décennies à venir. Donc on va débattre entre nous, avec Koukoua, avec Sénamé, pendant une petite heure. Et après, vous aurez la parole donc, pendant à peu près un quart d'heure. Donc, quelle est la réalité des villes africaines aujourd'hui? Comment y vivent les habitants? À quoi ils aspirent aussi? Dans quelle recherche ils sont? Et avec l'augmentation des populations, est-ce que l'étalement urbain est inéluctable? Est-ce qu'au contraire, il va falloir construire encore plus en vertical? Comment intégrer aussi les nouvelles constructions qui soient plus durables? Est-ce qu'il faut privilégier maintenant des matériaux plus locaux? Est-ce qu'il faut réinventer les techniques? Voilà de quoi on va interroger aussi, questionner le modèle de la ville occidentale, car une nouvelle génération d'architectes arrive avec de nouvelles approches, avec de nouvelles utopies urbaines, où justement la ville serait inspirée des coutumes traditionnelles africaines, qui tiendraient compte des facteurs climatiques aussi, et qui seraient bâties avec des matériaux locaux et façonnés par les habitants. Donc il y a deux architectes avec nous ce soir de cette nouvelle génération qui veut transformer la ville. Donc il y a Sénomé Kofi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous vivez à Lomé. Souvent vous venez aussi à Montreuil. Avant le Covid, vous partagiez votre vie entre ces deux villes. Alors vous êtes architecte, anthropologue. C'est pas banal, comment vous avez alimenté l'un et l'autre, architecte, anthropologue? Comment ça se nourrit tout ça? Alors je suis principalement architecte, je suis devenu anthropologue par cohérence parce que je m'intéressais aux architectures traditionnelles africaines. Je me suis rendu compte que pour réellement les comprendre, il fallait maîtriser aussi tout ce qui est lien avec la parenté, les systèmes de pensée, les systèmes politiques, etc. Et donc j'ai franchi le pas de la discipline qui s'occupe de ces aspects-là. D'accord. Vous êtes aussi chercheur, urbaniste, militant, entrepreneur, alors tout ça à la fois. Et vous êtes un homme assez libre, on peut dire ça comme ça. Vous n'appartenez pas à un courant, vous êtes libre. Oui, libre, oui, pas déchiré, hein, parce que encore une fois, il y a quand même une cohérence. Alors, vous, votre idée, vous allez nous raconter ça. L'idée, c'est de transposer les vertus du village africain à la ville. Donc on verra ça. Et j'aimerais savoir, parce que là vous avez passé 7 jours, vous avez eu droit au confinement dans un hôtel, sans bouger, sans sortir. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 7 jours seul avec vous-même? Je suis souvent seul avec moi-même, donc le régime de la quarantaine, c'est plutôt moi mon régime normal. Donc j'ai profité pour faire ce que je fais toujours. J'ai écrit un peu, j'ai fait de l'architecture. Dites-nous sur quoi vous avez écrit. Je prépare, ou je travaille déjà depuis quelque temps sur une sorte de série, une sorte de carnet de confinement qui n'intéresse personne parce que j'ai proposé à plein d'éditeurs qui trouvent cela tout à fait ennuyeux, mais je m'entête à le peaufiner. Mais vous m'aviez dit que c'était un vieux projet sur décoloniser le futur. Oui, voilà, c'est un peu ma préoccupation. Et donc je travaille ça actuellement dans vraiment une sorte de série d'essais très spécialisés, mais qui sont très globaux, une sorte de chronique des temps modernes et très bouleversés que nous vivons aujourd'hui. Vous nous direz en tout cas comment ça s'applique à l'architecture, ce sera aussi un peu le thème. Également avec nous Koukoua Monda. Koukoua, bonjour. Bonsoir.
Vous nous entendez bien? Alors vous êtes en direct d'Oxford, donc diplômée d'architecture, doctorante en politique africaine. Ça fait 6 ans maintenant que vous vivez à Londres, où vous donnez également des cours, hein, en plus de votre PhD. Et vous êtes ghanéenne, et vous vous intéressez beaucoup à l'histoire de l'architecture africaine. Vous vous intéressez à l'architecture sociale aussi. Et vous essayez donc de documenter un peu tous les styles qui existent, qui coexistent, en tout cas en Afrique de l'Ouest. Et vous êtes cofondatrice de Soci Archi. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots sur Soci Archi? Thank you for the invitation and hello to you. Merci beaucoup de cette invitation. Bonjour à vous tous à Paris. Oui, c'est vrai que j'ai voulu documenter l'histoire de l'évolution d'architecture africaine, mais plus particulièrement au Ghana, surtout précoloniale, car nous avons perdu des choses, bien sûr, dans l'ère coloniale. Mais pour moi aussi, je m'intéresse aussi de l'aspect sociopolitique de l'architecture et j'ai plusieurs approches. Donc, j'étudie aussi l'architecture contemporaine, et je reviens vers les archives aussi. Actuellement, je plonge dans les archives au Ghana de 1874 à aujourd'hui. Donc, je regarde les permis de construire, etc., des articles dans la presse, etc. Donc vous passez du temps dans les bibliothèques, on peut imaginer, pour documenter, pour vous renseigner. Comment vous vivez la ville de Londres depuis 6 ans? Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette ville? So I first moved to Eh bien, je suis arrivée à Oxford pour un master dans les études africaines et j'étais vraiment passionnée par le sujet de l'architecture africaine et j'ai voulu comprendre mieux les aspects politiques de l'architecture. Donc, bon. Londres était une ville à la fois très ancienne. C'est formidable de voir tous ces bâtiments qui existent toujours, qui ont connu une histoire extraordinaire. Mais c'est dommage, à Accra, nous n'avons pas de bâtiments aussi anciens pour diverses raisons, bien sûr. Donc, mon travail ici, c'est de tenter de retrouver ce qui préexistait pour comprendre qui nous sommes comme peuple. Alors vous nous ferez voir tout à l'heure effectivement les différentes formes architecturales qui existent ou qui coexistent aujourd'hui au Ghana. Et vous, Sénamé, vous, Paris, Montreuil aussi, cette ville-là, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Bon, moi j'y vis, plus ou moins depuis un moment déjà, je viens régulièrement. Je suis surpris à l'occasion de ce voyage-ci par quelque chose dont j'ai commencé à parler avec le début du confinement, qui est que en fait, il me semble que le capitalisme, pour se survivre en quelque sorte, devait promouvoir ce que j'appelle un capitalisme du dégagement. Devait pousser les gens de plus en plus vers l'intérieur pour libérer l'espace public, soit à de la machine ou à du calcul. C'est-à-dire que le calcul remplacerait le lien et les machines feraient ce que faisaient les hommes avant. Et donc on avait déjà vu que la conjoncture de la quarantaine favorisait un peu ce mouvement-là. Et de se replier sur l'intérieur, de repousser les humains à l'intérieur. Ouais. Et là, quand je suis revenu, on n'est plus en quarantaine, mais j'ai vu qu'il y a un dispositif qui fait presque mieux cela, c'est l'interdiction pour les restaurateurs de servir sur place. Et ça, c'est très parisien d'aller manger au restaurant, et ce n'est plus possible. Donc on a perdu une grosse fonction de la ville. Voilà, exactement. Et ça, c'est un pas de plus vers quelque chose qui est
qui est une sorte de réduction de la potentialité de l'humain pour plus d'investissement dans l'algorithme, parce que maintenant, presque tout le monde commande à manger. On est découragé de sortir parce qu'on n'a pas de lieu, en fait, pour se poser. Voilà. Et au fond, pour vous, une ville, c'est quoi une ville? C'est quoi la fonction de la ville? Alors, la ville n'a pas été pensée sur de bons fondamentaux. En tout cas pas sur les fondamentaux éthiques. Et en disant cela, je m'inscris dans un courant qui est un peu celui qu'on appelle des anthropologues anarchistes. Il faut lire pour cela James Scott. Et James Scott, en analysant la construction des premières cités-États, démonte une thèse qui est celui de ce qu'on appelle les contractualistes, qui disent que la ville est le fruit d'un pacte. La ville et l'État sont le fruit d'un pacte, c'est qu'il s'agit d'une sorte de parapluie où les hommes ont décidé de se regrouper pour avoir protection, sécurité, etc. Donc les anthropologues anarchistes disent qu'au contraire, la ville et les premières cités-États ont été une violence et que les hommes n'ont pas eu cesse que de vouloir y échapper et que ça a toujours été une sorte de choses pour mettre l'humain dans une grille, ce qu'il appelle, lui, la domestication de l'homme par le grain. Et donc que dans la ville, les gens sont obligés d'abdiquer des logiques d'habitation pour des logiques d'habitacle. Et donc on devient des gens accumulés les uns sur les autres. Et toute la fonction liée à cette sorte d'épanouissement dans la nature que permettent certaines installations n'est plus possible en ville. Donc la ville, dès le début, était problématique dans sa conception. C'était plutôt même repoussoir. Voilà, c'était plutôt un dispositif pour la marchandise, pour l'épanouissement de la marchandise, que pour l'épanouissement de l'homme. Ouais. Et pour vous, Kokwa, alors la fonction de la ville? I really like some of the ideas that Sename has brought. Oui, Sename a évoqué des idées tout à fait pertinentes. Et bien sûr, et les villes ont évolué et nous avons découvert que les villes n'étaient pas résilientes face à une situation sur Covid. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de revenir en arrière et regarder l'histoire. La ville de Kumasi de Ghana, une ville très ancienne et qui existe toujours. Et aussi au Zimbabwe, vous connaissez certainement son architecture très typique avec les dômes. Et donc les archéologues, Sadiak Zukure, archéologue au Zimbabwe, et d'autres qui ont fait des recherches sur les restes. Et même s'il y avait des zones urbaines, mais les populations n'étaient pas fixes en fait, même s'ils avaient beaucoup de caractéristiques de ville. Il y avait des festivals, des marchés et tout ça, et en fait les populations ne restaient pas sur place tout le temps en fait. Et donc ils bougeaient, ils s'écartaient, ils s'éloignaient de la ville souvent. Et lorsqu'on regarde actuellement les difficultés, les ressources limitées en ville, donc ça a tout son logique que tout le monde n'y reste pas de manière permanente, qu'on vienne dans la ville que pour certains événements ou certaines raisons. Mais aujourd'hui, en tout cas, cette croissance s'accélère, surtout dans les villes africaines. Elles n'arrêtent pas de grossir et d'accueillir de plus en plus de populations rurales. Est-ce que, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, la moitié de l'humanité, maintenant 3,5 milliards de personnes au niveau mondial, vivent dans une ville. Quelle est la réalité des villes africaines aujourd'hui, Kokwa? So yeah, like you're perfectly right. The growth Oui, rapid. vous avez tout à fait raison, en fait. Hein. Je pense qu'effectivement, il est important de voir pourquoi les gens vont dans les villes. Les opportunités, c'est une nécessité. Et puis aussi politiquement, parce qu'ils se sont aperçus
en fait, que le gouvernement faisait plus attention aux habitants qui vivaient dans les villes. Hein. Donc, effectivement, c'est un mélange de ressources et d'opportunités. Je pense qu'évidemment, ce n'est pas durable, cette expansion infinie des villes, parce qu'il n'y a pas suffisamment de services qui sont proposés. Hein. Pour tous ces gens qui arrivent, mais je pense que le futur, c'est effectivement dans des croissances plus durables des villes. Hein. Mais si les gens ont ce dont ils ont besoin, d'une certaine manière, il va y avoir peut-être des expansions de villes qui seront moins importantes. Hein. Cette manière dont les villes s'étendent n'est pas si alarmiste, mais en même temps, il faut y prêter attention. Sénamé, vous, quelle réalité, par exemple à Lomé ou dans les grandes capitales d'Afrique, quand on est un habitant, qu'on y vit 24 heures sur 24, c'est quoi la réalité? C'est quoi la difficulté? C'est les embouteillages, c'est la pollution, c'est les constructions anarchiques, c'est des villes sans plan, comment? D'abord, Koukoua a raison de rappeler qu'il y avait eu des villes en Afrique. L'Afrique a été urbaine, relativement urbaine, dans l'Antiquité, à certains moments de l'histoire, et que même la démographie était assez conséquente, et que tout cela, que ce soit l'objet ville ou le nombre, ont été contrariés par une histoire faite de razzias, d'occupation, etc., etc. Et que ce qui se passe aujourd'hui, en fait, ce n'est qu'une sorte de rebond dans ce qui aurait peut-être été normalement l'histoire de ce continent. Alors la réalité des villes africaines, c'est que évidemment l'urbanisme est dopé en quelque sorte par cette démographie, donc c'est un urbain sur 4 hein, qu'on anticipe pour 2050, un humain sur 4 qui vivrait donc en Afrique, dont un urbain sur 6. C'est, vous l'avez dit tout à l'heure, à peu près un petit peu moins d'1 milliard d'individus en plus. Actuellement, il y en a un peu moins de 500 millions, donc une population qui va tripler dans ces villes. Et donc les villes rentrent dans une sorte de frénésie dopée par cette démographie, mais aussi par des mouvements qui, eux, s'expliquent plutôt par des déclins de schèmes culturels. Il y a des gens qui quittent le monde rural parce qu'ils n'ont plus de lien avec la logique rurale, parce que les obligations cultuelles, les systèmes de pensée traditionnels déclinent, et donc on est évidemment happé par un mode de vie dans quelle logique elles se sont construites, ces villes? Beaucoup de villes sont, entre guillemets, coloniales. Celle où je vis fait exception à la règle, puisque Lomé a été fondée par des Africains. C'est une ville de négociants africains. Et les Occidentaux sont venus justement parce que la négoce était attrayante à cet endroit-là. Et c'est resté une ville commerciale jusqu'à aujourd'hui, mais une ville plus ou moins à taille humaine, où il n'y avait pas, vous avez raison de le dire, comme dans beaucoup d'autres contextes africains, de vision, il n'y a pas de plan de développement. Mais jusqu'à très récemment, à Lomé, et c'est le cas pour d'autres villes, cela faisait plutôt le charme. Donc ça laissait de la place à cette informalité, et on pouvait imaginer que cette ville se développe de la sorte sans qu'il y ait vraiment de la contrainte. Seulement, depuis quelque temps, il y a aussi de nouvelles forces de production de la ville qui sont plus de l'ordre de la pulsion, qui sont des forces d'argent qui viennent parce qu'il y a ce signal qui a été lancé que l'Afrique s'urbanise, donc il y a du marché, il y a du contrat, et les forces du type pulsion, elles ne peuvent pas être laissées telles quelles, elles ont besoin d'être cadrées. Et donc, de façon plus cruciale que jamais, il s'impose donc à ces villes-là de définir une sorte de contraindre un peu ces forces-là, qu'on ne peut pas laisser s'exprimer aussi librement qu'on pouvait laisser ce qu'on appelle aujourd'hui l'informel et qui est très combattu par le décideur.
Parce que la manière de grandir de ces villes aujourd'hui, Kukwa, il y a quoi? D'un côté, il y a les constructions verticales, très, très modernes, très brillantes, enfin voilà, qui s'inspirent du modèle américain. Et en même temps, l'étalement, il y a les deux. Enfin, il y a de l'étalement et il y a de la construction verticale. Est-ce qu'il faut que ça continue comme ça? Yeah, so for cities like Accra, we are not quite. Alors, pour des villes comme Accra, au contraire de l'imagination et de ce qui se dit à l'extérieur de l'Afrique, il y a toujours encore beaucoup d'espace libre. Donc quand on voit ces bâtiments très hauts, ce sont généralement en fait des bâtiments prestigieux liés à des entreprises. Et donc, il y a encore beaucoup d'espace qui peut être utilisé. Et je crois que effectivement, c'est bien d'avoir la possibilité d'apprendre des erreurs des autres villes en ce qui concerne la concentration des gens, les questions des embouteillages. Hein, et donc, si on prend Lagos aussi, hein, où il y a bien moins de terrain disponible actuellement, il y a quand même un niveau en fait d'expansion qui pourrait être un peu mieux administré. Je ne crois pas que ça doit nécessairement être horizontal, mais je pense que effectivement c'est toujours cette question de la durabilité et de ce qui peut rendre la vie acceptable et aussi saine, hein, particulièrement dans la période de la pandémie. Alors, Kukwa, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le résultat de vos premières recherches là, sur les différents types d'architecture qui cohabitent en ce moment, particulièrement dans votre pays, au Ghana? Parce que vous nous avez montré des photos, je crois. Yes. So yeah, Oui. Tout à fait, voilà, je vois maintenant les photographies à l'écran. Donc, vous voyez les photographies, c'est regarder en fait à la fois quelque chose qui a à voir avec une évolution et aussi différents types d'architecture qui sont au Ghana. Il y a donc des architectures indigènes qui donc existait avant la décolonisation dans la région. Donc, on appelle ça des compounds, en fait des ensembles, hein, ou peut-être des cours plutôt en français, hein, voilà, où vivaient plusieurs familles. Et c'est un endroit où les gens partagent, c'est un endroit pour la vie commune. C'est là où les enfants jouent, en fait, dans ces cours. Il y a toujours, en fait, un adulte qui est là, qui peut les surveiller. Et puis après, donc, il y a ces bâtiments qui date des premiers temps de la colonisation. Donc, c'était en fait des espèces de choses qui visaient à ressembler à l'architecture romano-grecque, hein, et donc des choses construites par les Danois, par les Britanniques, par les Néerlandais sur la côte du Ghana. Donc, cette architecture coloniale a influencé, bien sûr, grandement l'architecture indigène, puisqu'elle était de plus en plus associée au pouvoir, au prestige, mais également à des canons de la beauté. Et évidemment, les colonisateurs réprimaient l'architecture traditionnelle, hein, et
il pensait que de toute façon cet art et cette architecture autochtone n'étaient pas beaux. Hein. Donc, dans l'image numéro 3, là, on est sur une architecture coloniale plus tardive, qui est généralement de style moderniste et qu'on retrouve dans toute la frisque de l'Ouest et notamment le Sénégal. Et ce qui était attirant avec cette architecture moderniste, pour les leaders indépendantistes comme Nkrumah au Ghana, c'était qu'elle représentait une rupture avec la tradition, mais pas seulement la tradition africaine, mais aussi avec la tradition de l'architecture coloniale. Donc je dirais l'architecture, en fait, on voit aujourd'hui, c'est une architecture qui répond à cette architecture coloniale avec des grands couloirs, avec des formes linéaires. Mais cette période contemporaine qu'on connaît aujourd'hui, c'est des choses qui avaient été faites sans architectes. C'est des gens, en fait, qui construisent leur maison, voilà, on voit par exemple qu'il y a sur une image là que l'interprète ne voit pas, hein, mais il y a une BMW apparemment qui a été coupée en deux. Hein, on voit aussi qu'il y a des peinture. Donc on est dans une architecture d'expression, une architecture de récupération. On fait avec ce qu'on a, on ne suit aucun formalisme ou aucun canon du bon goût. C'est ce qu'on appelle l'architecture informelle. La connexion n'est pas très bonne. Sorry, can you say that? Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'architecture informelle, la quatrième photo que vous nous présentez? Yeah, that's a great question. Oui, c'est une question tout à fait intéressante, hein, parce qu'effectivement, c'est l'un des thèmes de ma thèse. Parce que cette idée d'architecture informelle vient d'une nécessité de survivre dans la ville. C'est une architecture de la résilience qu'on voit beaucoup, hein, notamment dans tous les bidonvilles. Mais là, on n'est pas face à des gens qui veulent survivre, hein, comme dans les bidonvilles. Ce sont des gens qui peuvent tout à fait faire des choses tout à fait coûteuses, comme couper cette voiture en deux, hein, qui n'était pas une BMW, mais une coccinelle. Et donc, c'est des gens qui pourraient tout à fait avoir tous les permis, mais ils font ce qui leur convient, ce qui leur plaît. Alors, on voyait une partie de vos images, effectivement, montrer l'utilisation du béton. Est-ce que vous pensez que le béton est adapté à l'Afrique sénamée? Ça dépend. Alors là, posé comme ça, la question est un peu embêtante. Moi, je suis à la fois un très grand anti-béton et un amoureux du béton parce qu'il y a des contraintes, il y a des performances que vous ne pouvez atteindre qu'avec le béton. Alors le béton, disons que son processus et le monde auquel il nous arrime est un monde de logique industrielle qui peuvent être très coûteux, avoir un coût y compris pour l'environnement, et qu'il existe d'autres ressources qui ne présentent pas les mêmes inconvénients. Donc ce qui se passe, c'est que le béton devient semble être la seule option, au point même où aujourd'hui, donc, on considère que pour les Africains, être moderne, c'est avoir du béton partout et un supermarché à chaque coin de rue. Ce qui, surtout révélé par la crise actuelle, est le summum de l'archaïsme, puisque la modernité aujourd'hui nous demande de faire modeste et de reconnecter dans de
pas avec de la grande distribution, mais de la capacité de production, pas de la consommation stéréotypée, mais de la consommation plus riche, plus féconde, qui tisse avec son environnement. Donc c'est ça le problème du béton. Le béton utilisé de façon intelligente est une réponse très adaptée, mais la façon dont les Africains l'abordent, mais pas par choix, mais parce qu'il y a tout un verrou de lobby, il y a des blocages mentaux, c'est ça qui en fait un problème. Mais vous le disiez effectivement qu'en Afrique aujourd'hui, même dans les villes, on avait tendance à bétoniser d'une manière générale. Et vous avez utilisé un joli mot quand on a préparé ces débats ensemble. Vous dites que les gens deviennent durs, comme le béton maintenant. Oui. Alors, en fait, c'est le premier. Je serais très, très heureux qu'il y ait des études là-dessus, que des étudiants fassent de la recherche là-dessus. Mais moi, j'observe très concrètement dans les quartiers où des grandes rues viennent d'être livrées. Entièrement en béton. Il y a même un terme, le terme le plus barbare que j'ai jamais entendu, qui est très à la mode en ce moment, c'est l'asphaltage. Il y a un changement dans le comportement des gens. Les gens deviennent aussi durs que leur environnement. Et ces grandes rues qui, au lieu de réunir, séparent des quartiers, font des grosses entailles dans les quartiers, produisent quelque chose qui est très profond chez les Africains. Et je suis très pressé que quelqu'un s'intéresse à ce sujet et qu'il y ait de vraies études là-dessus. Alors vous, justement, vous avez cherché à travailler avec des matériaux, on va en parler, c'est énorme, parce que vous avez aussi des photos à nous montrer sur les travaux que vous êtes en train de mener. Mais alors je crois qu'avant, on va parler des hubs, c'est ça ? Au niveau des photos, non, on a bien les constructions, vous vous inspirez effectivement d'architecture plus traditionnelle africaine. Alors là, est-ce que vous pouvez nous montrer effectivement ce qu'on voit, quel travail là vous avez mené? Alors ça, c'est pas très actuel, c'est plutôt des travaux très anciens, c'est les premiers amours. Ça, c'est du nubien, c'est un système constructif qui nous vient de l'Égypte ancienne et qui permet d'avoir des toitures voûtées ou des structures entièrement en courbe, sans échafaudage. Et donc vous pouvez vous passer de bois pour des contextes, par exemple, sahéliens, où c'est difficile d'avoir accès à ce matériau, pour faire de la toiture entièrement en terre, avec toutes les performances thermiques et de confort que vous pouvez imaginer. Et évidemment, essayer de pousser ce genre de technique vous met un peu en porte-à-faux avec ce qui est la doctrine, la culture du bâtiment en ciment. Mais ce genre de forme courbe, moi je prophétise un peu que ça va revenir beaucoup à la mode, notamment grâce à l'impression 3D, qui est aussi une technologie à laquelle je me suis beaucoup intéressé, qui en fait, que certains voient beaucoup comme vraiment le futurisme, quelque chose qui va nous basculer beaucoup dans du tout technologique, mais en fait qui nous ramène, qui nous fait faire un détour et qui pourrait permettre de sauver les formes complexes, courbes, anciennes de nos constructions, et permettre donc de produire de façon très moderne ces architectures qui disparaissent aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas prises en charge par les logiques de plans carrés que promeut la construction en ciment. D'accord. Et là, justement, on a un exemple très, très beau de forme à nouveau arrondie. C'est une école. Oui, c'était le bâtiment d'administration d'une école en pays Tamberman qu'on a fait entièrement sans amélioration. On a construit en terre crue, mais avec une échelle qui est 2 fois celle que les Bêta-Maribais ont l'habitude de produire généralement. Donc ça, c'est de la terre crue, c'est pas un système de briques, comment vous montez? Non, c'est de la terre crue, c'est de l'adobe, donc c'est des boules de terre qui sont mises en œuvre. Mais c'est de la terre qui est naturellement stabilisée parce qu'il y a beaucoup de gravier, vous pouvez le voir là au sol, beaucoup de petits cailloux dans cette terre-là, ce qui d'ailleurs nous a laissé de bons souvenirs, puisqu'il faut tout malaxer au pied. Mais voilà, c'est un matériau tout à fait efficace du moment qu'il est bien mis en œuvre, bien protégé, parce que le problème avec la terre, c'est on dit généralement qu'il lui faut de bonnes bottes et un bon chapeau, donc il faut protéger contre l'eau. Et une fois que vous protégez contre l'eau, vous pouvez avoir des performances qui sont
meilleure que dans un bâtiment entièrement en ciment. Mais ce type de matériaux, par exemple, ça peut s'adapter à la ville, ça peut s'adapter aussi à de la hauteur. Oui, c'est ce que moi et d'autres on essaie de prouver. Mais là, le plus simple, c'est de procéder par des techniques mixtes. Et donc là, accepter le béton. Mais du béton, en fait, le béton et la terre marchent très bien. Il y a une sorte de magie par contraste. Donc, le béton très masculin, très grec, et la terre qui est plus féminine, plus en courbe. Vous pouvez faire des choses très intéressantes. Et là, vous pouvez récupérer les mêmes ambitions pour monter en hauteur si vous mélangez ces deux matériaux, le béton servant à la structure et à la terre pour le remplissage. Alors toujours à partir de cette culture aussi ancestrale, des courbes, vous avez aussi imaginé un projet là, pour la Biennale de Venise. Vous pouvez nous en parler? Oui, c'était la Biennale d'architecture de Venise. Alors ça, c'est très compliqué à expliquer en très peu de temps. Mais disons que j'essaie de montrer que dans la pensée africaine, il y a encodé, comme programmé, un certain nombre de concepts qui tous mis ensemble font l'ontologie dans les systèmes de pensée africains. Et qu'en faisant éclater ces concepts, ce qui devrait être la démarche de tous ceux qui veulent bien comprendre cette ontologie, eh bien, on peut faire une addition. Alors c'est forcément une abstraction, mais on peut faire une addition de concepts. Donc j'en ai isolé 8 qui me semblent revenir systématiquement dans les architectures, mais qui ont aussi des échos dans d'autres formes, dans d'autres manifestations du monde traditionnel. Et ces 8 concepts, je montre en quoi elles prennent en charge chacune une problématique tout à fait contemporaine, la durabilité, la cohésion, l'équilibre, etc., etc. Et comment, en se réappropriant ces concepts et en les engençant différemment, on a une sorte de computationnalité très riche. On peut faire du bâtiment avec un ADN africain, mais qui prennent en charge sous pratiquement tous cieux des problématiques modernes. Alors Koukoua, quelle perception, vous qui avez travaillé aussi sur les habitants, comment ils vivent leur ville à travers cette architecture sociale, quelle perception les habitants de la ville, par exemple, ont de la terre crue, de l'utilisation de ces matériaux traditionnels? Thanks for that question. Oui, tout à fait. Mais si je peux revenir sur quelque chose que Sename a dit. Donc, le problème n'est pas en soi le béton, mais sa surutilisation. Et le fait qu'il ne soit pas très durable sur le point de vue environnemental. Et donc, il faut utiliser d'autres matériaux. Et donc, un institut de recherche au Ghana travaille actuellement sur des additifs au béton plus naturel. En ce qui concerne ce que les gens pensent de ces matériaux, et j'ai mené des recherches sur ce sujet, et ce que j'ai trouvé, c'est que parce que l'État, même en ère post-coloniale, a tellement il était interdit longtemps d'utiliser des matériaux plus naturels. Donc, il y avait une interdiction très longtemps. On ne pouvait pas obtenir le permis de construire. Donc, il y avait un problème de la loi. Et c'est vrai que ça fait penser au village. Hein, mais eux, ils tentent d'échapper au village pour chercher une meilleure vie en ville. Donc, il y a ces associations-là dans leurs esprits. Mais je dirais qu'il y a 15 ans, il y a eu un architecte très connu, Joe Addo, qui a construit sa maison dans un quartier aisé avec ces matériaux, bien sûr, lissés, polis, et c'était magnifique. Et les gens étaient impressionnés. Et
Et ce qu'on a pu voir, c'était dans le quartier, il y avait de nouvelles maisons qui, bon, ensuite l'ont imité. Donc, il y a aussi une question de goût, d'influence sur les goûts du public. Et justement pour montrer que ce n'est pas arriéré du tout, ou pour les pauvres. Et donc, les gens sont tout à fait prêts à l'utiliser en sachant qu'ils peuvent construire une belle maison avec. Et donc, maintenant qu'ils ont vu la démonstration, ils sont plus convaincus et nous avons de plus en plus d'architectes qui sont prêts à faire le saut aussi. Hein. À Burkina Faso, par exemple, nous commençons à voir des essais parce que c'est vrai qu'il faut prouver aux gens aussi que ça marche bien, que c'est durable, que ça résiste à la pluie, etc. Donc, il faut en faire la démonstration. Alors, à part l'utilisation des matériaux, Sienamé, vous avez, dans cette construction de ville, dans votre conception à vous de la ville, vous avez un fort engagement aussi sur les nouvelles technologies. Donc là, on va passer... Pour ça, ça va ensemble. Et vous avez justement créé, vous avez voulu respecter les structures villageoises et vous avez créé des Hub City avec des WooLab. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez imaginé à Lomé? Alors, pour faire vraiment simple, c'est l'observation, c'est que avec ce tournant de métropolisation générale, l'avenir des hommes semble être urbain. Mais la question de la ville va se solder en Afrique, puisque, comme vous l'avez rappelé, les objets urbains les plus atypiques et les plus importants vont émerger sur ce continent à une échéance très proche. Hein. Et donc, ce que décideront les villes africaines s'imposeront grosso modo à la terre entière. Mais il y a autre chose qui voit la ville un peu comme son destin, c'est cette sorte d'auto-mouvement dans les nouvelles technologies qui va beaucoup plus vers la réification, c'est-à-dire de l'artificialisation généralisée et une sorte de logique algorithmique qui commande tout. Et cette tension dans les nouvelles technologies considère qu'elle ne pourra se concrétiser que si elle fait de la ville. Et donc, et d'ailleurs, avec cela, il est très en phase avec ce que James Scott dit de la ville, hein, que la ville, c'est vraiment... Marx disait que les humains ont recommencé à habiter des cavernes, en parlant des villes. Donc la ville est cette grille où l'humain peut être contenu et où il a besoin de toute une logique d'auxiliaire, de prothèse que les technologies se proposent, en tout cas les technologies passées par le filtre de la Silicon Valley se proposent de lui offrir. Mais donc vous êtes parti du concept en fait que la ville aujourd'hui en Afrique, elle s'était bâtie d'une manière artificielle, qu'il n'y avait eu aucun rattachement aux structures du village africain. Et vous avez essayé de réintroduire ça dans la ville. Oui, donc justement, la ville risque d'être une sorte de terrain d'un choc entre l'ambition des nouvelles technologies et ce que les Africains vont décider pour leur ville. C'est soit l'Afrique va mettre genou à terre et c'est la pulsion des nouvelles technologies qui va gagner, ou l'Afrique va résister et proposer quelque chose qui va obliger les nouvelles technologies, qui va civiliser les nouvelles technologies. Et cette chose que l'Afrique a à proposer, ça fait partie de son patrimoine traditionnel. Et moi, donc, dans les villes africaines, j'aborde ce qu'on appelle l'informel, qu'on oppose au moderne, comme une sorte de... je considère que l'informel patrimonialise, en quelque sorte, un certain nombre de ces dispositifs intéressants du traditionnel. Et que, de ce fait, l'informel est très moderne. Et que les technologies, pour que l'Afrique leur résiste, elle va devoir leur proposer ce qu'elle a de vertueux, donc ce qui est patrimonialisé dans l'informel, mais qu'on a il y a une sorte de conjonction, en fait, c'est que les technologies elles-mêmes sont de logique informelle. C'est qu'il y a quelque chose de distribué, de la non-capitalisation, de la circulation rapide dans les nouvelles technologies qu'on retrouve aussi dans le secteur informel. Donc si le secteur informel digère rapidement les nouvelles technologies, elle va les aider à réaliser leur vrai potentiel, qui est de faire du distribué.
et résister à l'option capitaliste qui pourrait arriver avec des projets comme ceux de la ceux de la Smart City. Donc l'idée, c'est de créer dans chaque quartier africain très vite une sorte de lieu ressources où que l'informel peut investir pour puiser des ressources des nouvelles technologies, pour se sublimer et construire une sorte de digue par rapport à des visions plus délétères de la ville. Ce que j'ai compris, moi, c'est que vous étiez parti effectivement des structures de villages où il y avait ces enclos d'initiation qui existaient pour que les hommes continuent après de sociabiliser et il se crée quelque chose dans ces enclos d'initiation pour après vivre ensemble dans les villages. Et vous avez essayé de créer à travers ces WULAB, donc vous recréez l'enclos d'initiation à partir des nouvelles technologies pour qu'il se crée des liens, des relations entre ces jeunes pour qu'ensemble ils puissent imaginer leur manière de vivre dans le quartier ou de proposer des solutions qui profitent à tous à travers les nouvelles technologies, si j'ai bien résumé. Oui, c'est ça. En fait, on a anticipé un mouvement qui s'est observé avec la crise actuelle, c'est que quand la ville officielle, la ville des supermarchés s'est retrouvée bloquée, isolée, parce qu'on avait fermé les accès, et bien la ville, celle qu'on appelle de l'informel, parce qu'elle perpétuait des capacités de vie, elle a repris du poil de la bête. Et donc le marché de plein air a trouvé son sens, les solidarités et le lien, on a retrouvé trace du lien, etc. etc. Et donc, nous, notre idée, c'est de dire qu'en fait, il faut faire de la ville un village. Mais le problème du village, c'est qu'il ne fonctionne qu'à une échelle. Et donc, en fait, il ne s'agit pas de faire de la ville un village, mais faire de la ville plusieurs villages. Donc, procéder un peu par archipel et recréer dans la ville, il y a ça, je crois, dans Édouard Glissant, de créer une ville en archipel pour traiter les sujets à des échelles où il est possible de le faire sans qu'il y ait une autorité forte qui contrôle tout, mais que ce soit l'échange, la multiplicité des liens qui résolvent les problèmes. Et comment créer ces îlots? Eh bien, on a trouvé intéressant de mettre à leur centre ces espaces que nous appelons les WELAB, qui s'inspirent beaucoup, même si ce sont des signaux plutôt du monde des nouvelles technologies, qui empruntent à ce qu'on appelle des tiers-lieux, les Fab Labs, etc., qui recyclent quelque chose qui, dans le système traditionnel, servait à faire cohésion, qui est l'enclos d'initiation. Donc avoir un enclos d'initiation au centre de chacune de ces cellules et multiplier les cellules dans la ville, et grâce aux nouvelles technologies, avoir une sorte de système de translation entre toutes ces cellules, pour sortir d'une ville un peu verticale, très intriquée dans la sorte de grande cité mondiale. Une ville autoritaire, lutter contre cette ville autoritaire, voilà, qui soit une ville effectivement un peu plus distribuée. Ouais. Koukoua, est-ce que vous connaissez ces travaux, ces systèmes de hub city à Lomé? Est-ce que vous connaissez ce fonctionnement et comment les politiques envisagent ces nouvelles émergences? Yeah, I'm not sure if Sename will remember, but Sename se souvient peut-être, mais quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé avec une organisation qui avait participé à Lomé, à WOLAB. Je n'ai pas pu assister moi-même, mais oui, effectivement, son travail, ces idées de rendre cette réflexion plus démocratique et ouverte, nous en avons vraiment besoin. Nous pouvons commencer à avoir une influence sur les politiques urbaines. Ça prend du temps, c'est sûr, hein, bien sûr, les élus veulent rester élus, ils veulent garder leur poste, donc donc il faut parler aux habitants au maximum qui vont ensuite mettre pression sur les élus pour dire voilà ce que nous voulons. Donc je m'intéresse beaucoup à cet aspect de pédagogie des habitants, de leur montrer ce qui est possible et qui ne sont pas obligés de vivre dans les conditions actuelles. Et Koukoua, comment vous pensez que l'architecture doit s'emparer de la question du développement des activités informelles? Tous ces petits commerces, tout l'artisanat qui se développe énormément dans ces villes. Est-ce qu'il y a une réponse aujourd'hui architecturale, planifiée, politique?
Yes, architecture, but Oui, mais ce n'est pas que l'architecture, il faut aussi d'autres manières de savoir et connaître. Hein. Et c'est vrai que nous avons des attitudes différentes envers l'immobilier, le construit. Et donc je pense que l'architecture et le design peuvent arriver à modifier la situation, mais c'est toujours une question de discussion avec la population. Et je dis à mes étudiants, souvent, la solution n'est pas de construire, mais d'abord d'écouter les gens. Et qu'est-ce qu'ils disent les gens quand vous les écoutez aujourd'hui? yeah, so people have different needs. Chacun a des besoins différents et sans aller trop en détail, mais nous avons travaillé avec une communauté. Il y avait une bibliothèque qui avait été construite par un occidental et personne n'y allait. C'était vide. C'était bizarre. C'était un beau bâtiment, beaucoup de salles, mais après enquête, les gens n'ont pas, ils se sont pas appropriés. Déjà, la situation géographique était pas bonne. Les gens n'aimaient pas aller dans ce quartier. Donc ça, c'était un peu particulier. Mais si on discute avec les gens, tout d'abord, peut-être que leur premier besoin n'est pas une bibliothèque. Nous, on se dit que c'est bien. Mais bon, si on questionne les femmes, par exemple, nous savons tous qu'en Afrique, beaucoup de femmes doivent porter de l'eau très loin et elles veulent autre chose. Leur première demande n'est pas forcément pour la même chose. Mais en même temps, les femmes disent aussi, en marchant aller chercher de l'eau, c'est un moment où elles discutent entre elles. Et donc, il fallait créer un espace où elles pouvaient trouver de l'eau et pas juste mettre de la plomberie ici et là. Donc, si on n'a pas discuté avec les gens, eh bien, le risque est grand de faire des erreurs pour des projets qui ont pourtant par ailleurs l'air intéressants. Alors on parle beaucoup aussi aujourd'hui de villes durables, vous l'avez évoqué Kukwa et vous aussi, est-ce que ça fait partie de vos préoccupations quand vous travaillez effectivement avec les matériaux? Sorry, the translation got off to a slow start there. I missed the question, yes. La question, non, là, c'était pas forcément pour vous, c'était de dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup parlé de villes durables. À un moment, c'était effectivement un défi pour les villes africaines ou les villes dans le monde. Est-ce que c'est Namé, vous, c'est une dimension qui vous intéresse, liée effectivement au réchauffement climatique? Est-ce que la manière d'envisager vos projets, vos travaux, est-ce que ça prend en compte cette dimension? Est-ce que vous l'affichez comme telle, l'écologie ou autre, quand vous utilisez ces matériaux ou la manière d'entrevoir votre travail? Alors l'écologie, directement non, mais le durable, oui. J'aimerais bien croiser le seul humain qui pourrait dire aujourd'hui qu'il n'en a rien à faire du durable, puisqu'il s'agit du berceau même, de notre berceau même, et de ce que nous faisons pour qu'il puisse continuer à exister. Mais moi, j'approche le durable, encore une fois, en faisant un détour par la société de tradition de façon différente. J'aborde la notion de durabilité plutôt comme un contrat intergénérationnel. Il s'agit de voir comment on fait pour que nos actes d'aujourd'hui n'handicapent pas ceux qui viendraient après nous. Et quand vous abordez le durable de la sorte, vous voyez par exemple tout l'absurde de la façon dont gère la crise actuelle. Parce que le premier mois et le deuxième mois, tout le monde a été en panique, on s'est concentré sur les causes. On a rappelé notamment que c'est aussi une crise de l'urbanocène, de la métropolisation un peu délirante. Et puis, on n'a plus du tout parlé des causes. On s'est concentré sur la gestion de la crise. Et 90% des actes qui ont été posés
pour gérer cette crise, la rendre supportable, en sortir, en fait, incube des crises qui vont émerger dans quelques années. Et donc, si on avait abordé cette crise de façon durable, mais du point de vue africain, en pensant à qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive pas à nos enfants, on se serait moins concentré sur des dispositions du style, du mode de vie frénétique, comme peut-être celle qu'on va nous annoncer ce soir en France, pour des choses avec plus de profondeur. Et c'est ça qui m'intéresse. Et ça, vous le faites par de la création symbolique, donc vous passez beaucoup par ce que dans les sociétés traditionnelles on prenait en charge avec de la cosmogonie notamment. Vous posez des discours posés comme indépassables qui intriguent fortement tout ce que vous faites dans une réalité qui vous dépasse. Et c'est comme ça que moi j'essaie de le traiter. Et vous traitez aussi, pour vous, le futur, c'est plutôt justement de faire simple, de faire avec des matériaux, on l'entendait, revenir à la culture aussi ancienne, travailler une ville frugale, et ça revient aussi aux fondamentaux, en fait. Oui. En fait, parler d'écologie directement aux populations avec lesquelles moi je travaille, ce ne serait pas très intelligent parce que d'abord, ce ne sont pas eux qui polluent, hein, c'est principalement l'Occident qui pollue, ce n'est pas les Africains. En tout cas, pas pour l'instant, même si ça va changer très rapidement si rien n'est fait. Et surtout, le niveau de sensibilisation à ces sujets n'est pas assez avancé pour que les gens comprennent. Donc, moi, j'aborde ça plutôt sur la question de la simplicité. Et quand vous faites simple, quand vous faites dans la proximité, quand vous faites avec vos propres moyens, vous êtes forcément, par accident, écologique. Mais c'est une meilleure entrée pour traiter cette question. Et pour cette vision, cette ville aussi à construire du futur, Koukoua, vous pensez que l'Afrique a besoin de quel genre d'architecte aujourd'hui ? One that really takes the need of... Je pense que ça serait des architectes qui prendraient vraiment, en fait, les besoins des gens en considération. Il y a beaucoup de problèmes avec les architectes actuellement, particulièrement au Ghana, en raison du contexte dans lequel ils travaillent d'ailleurs. Voilà, je pense qu'ils doivent faire tous les projets qu'ils ont, mais quelquefois, il faut vraiment considérer les besoins, vraiment. Et ce qui est bon pour l'environnement, je crois que c'est bon pour les gens aussi. Vous êtes d'accord ? Prendre en compte les besoins d'abord des Africains ou impulser une vision ? Oui, mais dire ça comme ça, c'est comme... Enfin, un architecte est là pour prendre en compte les besoins des gens. Ça ne devrait pas être dit comme une qualité. C'est le principe de l'architecte. Moi, je dirais qu'il faut plus d'architectes comme Koukoua, parce que c'est très simple de sortir avec un diplôme d'architecte et de prendre des projets de villas style Miami, de faire du béton, de se faire son carnet d'adresses et de gagner beaucoup d'argent en Afrique. C'est d'ailleurs comme ça qu'on programme les étudiants des écoles d'architecture africaines. Et c'est la voie difficile que de vouloir creuser, faire de la recherche, développer une alternative. Donc il faut plus d'architectes comme toi. Et donc qu'il y ait un changement peut-être aussi dans la doctrine des écoles d'architecture pour faire des architectes qui se coulent dans cette sorte de trame informelle qui est maintenant qui est plus visible que jamais parce que la trame superficielle de la ville moderne, internationale, elle est à l'arrêt. Et donc on peut retrouver trace de ces leçons très intéressantes et tout le travail de l'architecte va être de sublimer cette trame-là et de lui apporter des nouveaux outils qui permettent de permettre à l'Afrique de s'inventer un destin. Parce que le problème des Africains, c'est qu'ils sont toujours pas indépendants. Ils parlent des langues qui ne sont pas les leurs, donc ils parlent mal. Ils manipulent des concepts qui ne sont pas les leurs, donc les concepts sont souvent gauches. Et ils font une architecture qui n'est pas la leur, donc ils font de la mauvaise architecture. Il faut s'autoriser
à inventer une architecture africaine et c'est le meilleur service que les Africains peuvent rendre aujourd'hui aux Occidentaux, ne pas les copier. D'ailleurs, là-dessus, le premier ouvrage qu'on devrait mettre à lecture dans les écoles d'architecture, c'est Les damnés de la terre de Frantz Fanon, en tout cas la conclusion, où Fanon dit que l'Afrique ne doit pas inventer une troisième Europe, parce qu'elle coulerait tout de suite l'humanité si elle prenait cette voie-là. Donc ne pas copier effectivement les architectes occidentaux, mais aller puiser dans ses propres ressources et de prendre confiance effectivement dans tout ce qui était... Non, les architectes occidentaux sont de qualité, souvent très sensibilisés aussi. Ils se retrouvent piégés comme les architectes africains comme Koukoua, qui n'arrivent pas à résister beaucoup dans une logique qui les dépasse. Donc c'est la logique elle-même, ce n'est pas les architectes occidentaux. Ça demande beaucoup de pédagogie, en tout cas, auprès des politiques aussi, parce qu'on sait qu'ils ignorent aussi peut-être un peu tous les travaux que vous menez d'une manière libre, en tout cas, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas la Banque mondiale derrière, il n'y a pas tout ça. Vous êtes aussi des électrons un peu libres. Alors, il y a quelques questions pour vous, après cette heure. Il y a deux questions, alors on les passe. Donc... comment devient-on architecte aujourd'hui sur le continent africain? Qu'en est-il de la formation d'architecte sur le continent africain? Lequel de vous deux veut répondre? Moi, je suis un pur produit français. Je vais laisser Koukoua répondre à cette question. Okay. Oui, vous avez fait l'école d'architecture à la Villette. Oui. C'est ça. Donc, et vous, Koukoua? Oui. I was just going to say. Alors, j'allais juste dire. Il y a différents endroits où on peut se former, je crois, différents. Au Ghana, je peux parler de ça, il faut aller à l'école. Donc, 4 années de bachelor, plus 2 derrière. Ensuite, il faut travailler avec un architecte et on fait un livre de projet. Et après, on passe un examen et si on réussit l'examen, on a donc une autorisation d'exercice légal comme architecte. Hein. Alors, c'est un processus un peu extrême. Il y a d'autres pays. Il y a pas plus de 1000 architectes actuellement, même pas 1000 architectes au Ghana actuellement. Donc, dans d'autres pays anglophones, ça marche à peu près pareil. Mais dans les pays francophones, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Et comment vous imaginez, ça c'est la deuxième question qui nous arrive, comment vous imaginez la ville africaine de 2050? Si vous l'imaginez heureuse et épanouie, comment vous la rêvez pour qu'elle soit heureuse et épanouie en 2050? Je préfère rebondir sur une pique à propos des décideurs plutôt que sur le rêve, pour dire que, et ça me permet aussi de parler de cette très belle expo actuellement qui n'est pas visitable malheureusement, Zone Franche, à l'Institut des cultures de l'islam, et notamment d'une œuvre de Jean-David Nkot, où on voit donc des portraits d'ouvriers africains, mais sur fond de cartes d'Afrique, où à la place des noms des villes, il y a des noms de grandes entreprises de BTP françaises. Pour dire qu'en réalité, ce n'est pas les Africains qui construisent leur ville, et surtout, en tout cas dans cet nouvel épisode, travaillé beaucoup par de la pulsion et par l'argent, c'est des entreprises étrangères. Et le décideur n'a pas l'air d'imposer un rapport de force à ces pulsions-là. On dirait même qu'il est à son service. Donc il y a là aussi un problème à régler urgemment pour les Africains. C'est cette classe de décideurs aux ordres des intérêts étrangers, ou alors des fois même, et c'est de plus en plus fort, il y a même un capitalisme africain qui s'impose aussi, qui n'est pas très attentif aux besoins réels des populations, mais qui saisit des opportunités, et l'urbanisation de l'Afrique est une grosse opportunité. Et quand ce n'est pas des entreprises étrangères qui construisent,
vous allez avoir la surprise de découvrir qu'il y a une entreprise africaine, entre guillemets. Et quand vous creusez, vous vous rendez compte en fait qu'il y a un consortium de chefs d'État africains actionnaires de cette entreprise-là. Et donc, il y a un problème, et peut-être pour revenir à la vraie question, je pense qu'on ne passera pas, si on veut, un futur heureux, un futur urbain heureux, par ce passage obligé qui est qu'il faut de nouvelles épopées révolutionnaires sur ce continent pour dégager la classe dirigeante qui est en ce moment en place et de les remplacer par des gens qui sont plus soucieux des populations. Et quand je dis révolutionnaire, pas seulement dans la forme, mais dans le fond, dans le sens de vrais projets pour les populations. L'Afrique ne pourra pas faire l'économie de ce grand chamboulement. Passer par une nouvelle forme de démocratie, effectivement, pour construire ces villes qui soient habitables, vivables, heureuses et épanouies. Alors pour 2050, Kukwa, vous la voyez comment, cette ville ? It depends on what kind of decisions. Alors, ça dépend du type de décision qu'on prendra aujourd'hui. Et si on continue dans la ligne qui est la nôtre aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'on fasse une ville qui n'est pas contente, parce que je crois qu'il y a une constance, en fait, que je retrouve dans ma recherche sur l'histoire des villes africaines, c'est que les gens se rebellent toujours et qu'ils trouvent toujours une manière de survivre, une manière de faire la beauté, de la créer. Donc, il y a toujours, en fait, cette résistance, il y a toujours cette informalité qui est là. Les gens fonctionnent à l'extérieur de cet ordre du jour capitaliste. Je dirais que j'ai lu en fait une étude récente qui dit qu'on a perdu 75% de notre végétation en 10 ans et c'est quelque chose qu'il faut évidemment arrêter. Et évidemment, cette chose-là, elle est venue d'une recherche du profit d'un certain nombre de personnes. Et donc, si on continue comme ça, le futur de la ville d'Accra n'est pas forcément brillant, mais je crois toujours que les gens arriveront à résister et à trouver des solutions. Et pour terminer, il y a effectivement aussi quelqu'un qui nous pose une question sur les vertus du village africain. Quelles seraient les vertus de ce village qu'on devrait transposer dans la ville ? Alors je préviens tout de suite que je n'idéalise pas à l'excès le système traditionnel. Je ne suis pas non plus dans de l'essentialisation, mais il est clair que n'importe quelle communauté villageoise, que ce soit de villages ou même de villes, n'importe quelle communauté organique africaine, manifeste des subtilités dans la gestion des ressources, la redistribution des ressources, des qualités de joie qui ne sont pas mesurables, évidemment, par des indicateurs auxquels on est habitué. C'est pour ça qu'ils passent souvent à la trappe de toutes les comptabilités, qui sont évidemment comment dire, qui font partie des carences de n'importe quel contexte urbain sur un modèle traditionnel. Et pendant longtemps, c'était un renoncement tolérable, c'était même une éthique d'abandonner ces systèmes parce qu'elles ne pouvaient pas être à l'échelle. Donc rentrer dans de la grande ville nous obligeait à renoncer un peu à cette qualité-là parce que pour créer de l'ordre dans la grande ville, il faut y substituer une certaine autorité qui permette que tous se tiennent bien. Ce que je dis, moi, aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus se satisfaire de cette explication et qu'avec les technologies qu'on a aujourd'hui, on a la possibilité de faire la révolution de mettre de village à l'échelle. Parce qu'on a des technologies étonnamment du pair à pair, du distribué, de l'allocation égalitaire des ressources, etc., etc. Et pour peu qu'on arrache ces technologies des laboratoires d'innovation de la Silicon Valley et qu'on les fait passer par un autre filtre pour en faire
en bout de chaîne des produits vertueux, on peut inventer une modernité du village, ou en tout cas de communautés urbaines villageoises, sans aucun renoncement au mode de vie moderne et contemporain. Merci beaucoup. Le mot de la fin pour vous, Koukoua, alors pour terminer, un dernier message. Yes, I would just follow on what Saname. Alors, j'irai dans la même voie que ce qu'Ename a dit, hein, et dire que ce n'est pas nécessaire, en fait, de faire la réplique, en fait, mais juste découvrir l'essence, en fait, de ces traditions, et que quelquefois, lorsque les gens parlent de revenir à la vie du village, je crois que ce à quoi ils font référence, c'est le retour à la communalité, la fraternité, et je crois que c'est une vie qu'on peut tout à fait vivre, ce genre de vie en ville, et il y a des villes où on le voit, c'est-à-dire c'est ne pas se soucier seulement de vous-même, de votre propre profit, mais de la collectivité. Merci beaucoup. Merci Koukoua pour terminer ce débat. Merci pour ce mot. On peut retrouver donc cette fraternité, cette manière de vivre en collectivité. On le retrouve en ville de toute façon parce qu'on ne vit pas seul quand même en ville. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. On est quand même dans une collectivité assez dense et qu'on peut retisser en tout cas des liens qui soient vivables et qui soient humains. C'est aussi votre ambition en tant qu'architecte. Merci beaucoup d'avoir passé 1h15 avec nous. Merci encore et à très bientôt. Et bonne soirée à tous. Merci. Salut.